Bienvenue dans Genre de voix, le podcast où l'on parle de la voix et de sa perception dans le spectre du genre. Si vous n'avez pas encore écouté les premiers épisodes, je vous conseille de le faire et de passer par la bande-annonce pour une remise en contexte. Je suis Clémence Porte, logopède, et j'interviewe de façon anonyme des personnes trans, queer, binaires ou non, en recherche d'une voix qui leur correspond. Si l'exploration de la voix en logopédie est parfois une quête vers une voix plus haute, plus mélodieuse, plus féminine, elle peut être aussi bien plus large. Le chemin vers la confiance en soi est parfois long, et il inclut aussi toujours la question du rapport au corps, à la détente et à la psychologie. En effet, la voix est un travail bien plus profond que la simple production de sons articulés. La personne interviewée ici nous partage généreusement tout son cheminement en cours vers une voix souhaitée et apaisée. Elle nous explique ici son travail logopédique et son parcours pour faire baisser la pression autour de cet enjeu vocal. Bonjour. Bonjour. Tu veux bien te présenter ? Donc j'ai 50 ans. Je suis musicienne de profession. Et dans ma profession, il y a deux aspects. Il y a l'aspect performance, donc les concerts, les enregistrements, des choses comme ça, et aussi les cours, et aussi pas mal de... un peu moins maintenant, mais quand même pas mal de vidéos sur Internet et des choses comme ça. D'accord. Et comment est-ce que tu te définis par rapport à ton genre ? J'utilise trans avec la petite astérisque à l'écrit par défaut, parce que c'est le plus... Sinon c'est très vague, c'est genderqueer, gender... Et ton pronom en tout cas En tout cas c'est féminin, et tous les accords grammaticaux féminins, ça oui. Ok. J'aimerais te demander déjà comment va ta voix aujourd'hui. Mais ça va. Manifestement, je l'aperçois différemment. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'elle reste quand même toujours très masculine et très genrée. Mais je dois me rendre à l'évidence que c'est pas autant le cas que ce que je pense en fait. Je sens en tout cas après pas mal de travail quand même depuis un petit bout de temps qu'il y a un sentiment de plus de détente et de moins de crispation dans le contrôle et des choses comme ça, que je peux me laisser un peu plus aller. Je me sens un peu plus sûr aussi dans les lieux publics ou dans les situations que j'aimais pas, les magasins bruyants et des choses comme ça, où j'avais l'impression que ma voix me mégenrait. Et je dois reconnaître que c'est le cas de moins en moins, que je me sens de plus en plus à l'aise avec. Il y a encore quelques petits trucs où c'est plus compliqué, mais... Donc disons, globalement, pour répondre à ta question, ça va plutôt bien. D'accord. Donc tu as commencé à travailler ta voix en logopédie il y a à peu près 1 an. Tu as commencé une transition il y a plus longtemps que ça ? Oui. Après, moi, j'ai jamais utilisé le mot transition. J'ai toujours parlé de déclaration d'indépendance de genre. À l'époque déjà. Et c'était approximativement 2009 par là, où j'ai commencé à mettre des mots clairs dessus. Donc ça fait 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et le terme transition, il te plaît moins Oui, ça n'a jamais été un processus de transition vers quelque chose, c'était juste... c'était très queer en fait, d'emblée. Mais quand même très féminisant par contre, mais l'idée n'était pas de passer d'un état à un autre, quoi. Ça n'a jamais été comme ça que je l'ai vécu. Et alors, le désir de faire évoluer ta voix, comment il est venu en fait ce désir-là ? Mais ce qu'il y a, c'est que dans ma vie de tous les jours, ça m'a jamais vraiment beaucoup gêné. Parce que pendant longtemps, j'étais assez souvent mégenré. Donc bon, je vivais dans une espèce d'entre-deux comme ça, qui n'était pas super satisfaisant, mais avec lequel je pouvais vivre. Et puis, je sais pas si c'est avec les années, où je prends pas d'hormones ni rien, c'est vraiment comme ça. À un moment, mon passing s'améliorait, et ce qui m'a ôté, c'était ma voix.
Donc là, c'était un peu le début de la réflexion. Je me suis dit, mais c'est quand même agaçant cette histoire. Et puis il y a eu un autre truc aussi professionnellement, là par contre. Et la vraie demande, quand j'ai commencé à en parler à Aurore de Jean Pluriel, c'était ça, ma toute première demande, c'est que je faisais donc beaucoup de vidéos sur Internet. Et à un moment, j'ai voulu donner des espèces de petits tutoriels sur Internet, appelons ça comme ça. Et là, ma voix me ôtait, mais sur Internet. Et Internet est un monde très méchant et très agressif. Donc là, c'était pas acceptable pour moi. Et puis il y a eu quelques trucs un peu tendus. Et donc j'ai laissé tomber. Et je me suis dit, bon, ben, je ferai des vidéos sans voix. Mais ça m'handicapait quand même. Puis j'ai eu des demandes ensuite de faire des vidéos avec des explications parlées. Et je me sentais vraiment pas à l'aise. Et donc c'est là que je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Oui, donc parce que tu utilises quand même beaucoup ta voix alors dans ton milieu professionnel. Mais dans mon milieu, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, quand j'ai commencé à parler de questions de genre et de mon identité de genre, ben, j'ai eu les conséquences que la plupart des personnes trans, etc., ont, c'est que professionnellement tout s'effondre, relationnellement tout s'effondre, familialement tout s'effondre. Donc je suis aussi passé par là. Après, tu as dû refaire tout ton milieu et social et professionnel. Ouais, j'ai tout refait. Et du coup, les gens qui m'entourent maintenant depuis quelques années quand même sont des gens qui savent qui je suis. Donc ça leur pose pas de problème à eux que ma voix, c'était vraiment soit dans l'espace public. Et même mes élèves et mes nouveaux collègues, on va dire, savent qui je suis. Et puis voilà, ça pose pas de problème. C'était vraiment... Les problèmes arrivaient spécifiquement sur Internet parce que là, j'étais face au grand public. Et Internet, c'est un monde où les gens sont vraiment violents. Parce que même quand je pars faire des concerts, par exemple, dans des lieux que je connais pas, des lieux où je ne suis pas connu, et que je suis par exemple avec des nouveaux techniciennes et techniciens sur scène, des gens qui m'ont jamais vu, qui ne savent pas qui je suis, je sentais bien qu'il y a un petit moment de flottement. Si à un moment je dois communiquer avec eux, parfois je prends le micro de la scène et je leur donne une indication, sans que le public soit là, donc dans la préparation du concert. Mais du coup, là, il y avait un truc avec la voix, je voyais bien leur tête. Mais c'était plutôt un questionnement, oui, c'est ça. Tu ne faisais pas de réflexion directe. Et entre-temps, j'avais gagné l'assurance qui me permettait d'imposer le truc. Non, moi c'est elle, quoi. Donc si me mégenrait, je me retournais pas. Je veux dire, si on me disait, hé le bassiste, tu peux venir ici, moi je continue tout droit, je me retourne pas, quoi. C'est pas à moi que tu parles. Et si t'as pas compris, mais tant pis. Enfin, voilà, mais ça demande du temps d'acquérir cette assurance-là, ouais, pour imposer ce truc-là. Du coup, à part sur Internet, j'ai jamais eu de gros problèmes. Juste les petites. C'est vrai que le mégenrage, ça fait toujours une espèce de petit. C'est comme une décharge électrique, quoi, surtout quand on s'y attend pas. Oui, du stress. Oui, c'est ça. C'est tout le temps un truc. Ouais, c'est une petite pression constante comme ça. Si on peut s'en débarrasser, c'est pas plus mal. Et est-ce que pour toi ça a été facile d'avoir accès à la logopédie ou en tout cas de savoir que ça existait pour travailler la voix ? Oui, parce que je sais depuis longtemps que ça existait. Parce que je suis toujours membre d'une association plurielle ici à Bruxelles, mais à un moment, il y a pas mal d'années, mais j'ai été très très active, donc j'ai fait beaucoup d'accueil dans les permanences, d'accueil de premier accueil, hein, donc juste quand les gens arrivaient un peu timides aux permanences de gens pluriels, je faisais partie des gens qui accueillaient. Donc les gens me parlaient et me racontaient, pour ceux qui... les types de transitions qu'ils faisaient, il y a certaines personnes qui utilisaient déjà la logopédie à ce moment-là, donc je savais que ça existait. L'accès était très facile parce que je suis toujours très proche de Jean Pluriel, et donc quand la question s'est un peu posée pour moi, un coup de fil à Jean Pluriel et ça a été réglé, quoi. Donc je suis très proche de tous ces milieux militants et activistes, donc j'ai très facilement accès à toutes les ressources. Et puis après, aux démarches pour avoir un remboursement, ça a été facile. Tout ça est facile aussi parce que
aussi grâce à l'assurance que j'ai, enfin l'assurance personnelle, je veux dire, grâce à Genre Pluriel, j'ai pas fait modifier mon état civil, mais par contre j'ai demandé à la mutuelle d'intégrer mon prénom social sur mes vignettes, ce qu'ils ont fait. Donc, du coup, même sans avoir modifié mon état civil, ce qui m'ennuie, parce que ça m'ennuie d'aller à la commune, je peux utiliser les deux prénoms pour tous les trucs. Donc j'ai toute une série de petits privilèges comme cela. Utiliser les deux prénoms, d'accord. Et est-ce que tu dirais alors que depuis l'an dernier, tout le travail que tu avais commencé sur ta voix, est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'exercices, beaucoup d'investissements? En temps, non. C'est pas très chronophage. Par contre, je dirais qu'il y a eu des périodes, des étapes comme ça, dans le ressenti que j'ai. Au début, c'était vraiment bizarre, parce que j'ai jamais travaillé je pense que je ne vais pas être la seule. Je n'avais pas chanté, et donc j'avais aucune conscience de comment ça marche et de ce qui se passe quand on parle. J'ai peut-être un petit avantage sur d'autres, c'est par contre, je suis très entraîné à entendre les sons, et je travaille beaucoup avec des chanteuses et des chanteurs, du coup je suis habitué à entendre les voix et à entendre ce qu'ils font. Donc il y a des choses qui ressemblaient à ce que je connaissais. Et distinguer les différentes hauteurs, les fréquences. Ça c'est super facile pour moi, évidemment, il y a des choses comme ça, tout ça a été déjà là. Mais par contre sur le ressenti de la mécanique, de la production du son, ça j'en avais aucune idée. Donc du coup au début c'était, je vais pas dire un souci, mais j'avais un peu l'impression d'être perdu. Ah oui? Oui, parce que je me disais, mais comment je vais contrôler tout ça? Il fallait, déjà pour faire un A. Fonctionnement, ouais. Oui, déjà pour faire un A soufflé, c'était quand je faisais les premiers exercices, je sais que c'est les premiers que je faisais devant la glace. Pour faire la différence entre un A normal et un A soufflé, mais il me fallait une concentration hallucinante. Alors pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, un A soufflé va laisser passer beaucoup plus d'air entre les cordes vocales. Alors qu'un A normal laisse passer juste ce qu'il faut d'air pour faire vibrer les cordes vocales, sans ce bruit de souffle par-dessus. Parler avec une voix soufflée comme ça peut donner de la féminité à la voix ou lui donner un certain style, mais cela va la fatiguer si on l'utilise dans la durée. Et tu m'avais fait la remarque aussi que je pouvais relâcher mon visage au début, je sais pas si tu te souviens, mais je crispais tous les muscles du visage pour arriver à essayer de... Ah oui, d'où l'intérêt d'avoir le miroir en face de soi pour détendre. Oui, et ça je le fais encore parfois. Quand je fais certains trucs, encore parfois je me mets devant le miroir parce que je sais que j'ai cette tendance à crisper. Donc il y a eu une première période comme ça de sentiment d'être perdu face à l'ampleur de la tâche, on va dire. Parce qu'il y avait tellement de paramètres en même temps. Enfin, j'avais l'impression en tout cas que je devais contrôler tellement de paramètres en même temps. Et petit à petit, ce sentiment a été remplacé. Bon, tu m'as fait pas mal travailler quand même sur l'idée de relâcher, de se détendre aussi. C'est plus par là que ça passe que par le contrôle. Ce qui pour moi est contre-intuitif, enfin, ne correspond pas à comment j'ai tendance à fonctionner. Donc au moment où j'ai commencé à intégrer cette idée que ok, relax, là c'était un peu plus facile. Et oui, mais ça c'est quand même un gros travail, hein. Sur soi aussi beaucoup plus global par rapport à la détente. Oui. Il se fait aussi que dans cette période dans laquelle je suis actuellement, j'ai eu des problèmes orthopédiques qui ont fait que j'ai fait beaucoup de kiné et des choses comme ça, où la question de la détente est venue aussi, on a beaucoup travaillé dessus, aussi sur la mâchoire, parce que j'ai du coup, toutes ces choses en même temps m'ont aidé un petit peu ici aussi. Oui, mais ça, je trouvais ça très intéressant dans ton parcours, justement. C'était une découverte aussi pour toi, parce que tu as fait des séances spécifiques pour la relaxation. Parce que la voix, il faut le rappeler, c'est pas juste des cordes vocales qui vibrent, c'est toute la globalité du corps.
Mais ce qu'il y a, c'est un peu compliqué parce que comme il y a eu plusieurs choses en même temps, on peut vraiment, donc il y a vraiment tout le traitement kiné juste pour régler mes problèmes de cervicales. Il y a aussi cet atelier de gestion du stress, de conscience corporelle qui s'est rajouté dessus. Et puis il y a ici. Et il y a aussi un travail en thérapie brève. Donc c'est difficile de savoir qui fait quoi dans l'histoire. Tu vois. Et oui, là, il y a un moment où c'est un tout aussi Voilà. qui participe à l'évolution. Mais tu as su trouver les bonnes pistes aussi pour former ce tout. Oui. Et en tout cas, le ressenti que j'ai, si j'essaie de me penser plus à ma voix, je savais avant, par mes contacts avec les chanteuses et chanteurs professionnels, l'importance de la colonne d'air et de la faire très profonde, comme ils disent, et on voit qu'ils travaillent énormément là-dessus. Et je savais aussi que les résonateurs, ça existait, parce que je les voyais le travailler et faire joujou avec quand ils enregistrent. Encore quelques explications ici pour vous aider à comprendre. Le terme colonne d'air est une image utilisée par les chanteuses lyriques qu'on n'emploie pas en logopédie ou en orthophonie. Cela désigne le fait de prendre de l'air depuis le bas-ventre. C'est bien entendu une image, puisque l'air ne rentre pas dans le ventre. Et de laisser l'air circuler librement jusqu'à la bouche. Donc faire comme une colonne d'air. Ça fait aussi référence à une bonne pression d'air pour produire le son. Le terme résonateur, en revanche, est un terme anatomique que l'on utilise énormément en accompagnement vocal en logopédie. Les résonateurs sont des cavités que le son traverse et grâce auxquelles il est façonné et amplifié. Ce sont eux qui fabriquent ce qu'on appelle le timbre vocal. On peut donc citer la bouche, le pharynx qui est plus bas et le nez. Aussi, nous allons évoquer plus loin le diaphragme. Il s'agit d'un grand muscle qui sépare les poumons et le ventre et qui joue un rôle majeur dans la respiration. Si le ventre reste toujours contracté, il empêche le diaphragme de bien faire ses mouvements et donc le larynx, où sont les cordes vocales, d'être bien détendu. Pour la voix, il est donc très important de pouvoir relâcher le ventre. Maintenant, grâce à tous les trucs, je comprends que c'est cette sensation de relâchement. Et j'ai l'impression aussi d'avoir gagné une partie de mon corps qui est mon ventre, qui n'existait pas avant pour moi. C'est super intéressant, cette partie-là du corps. Ouais. Et ça a été aussi très fort ici. Enfin, j'ai l'impression d'avoir eu c'est comme si mon diaphragme m'avait poussé, quoi. Je sais qu'il existe, tu vois, parce que j'ai un nouvel organe. Oui, et ça, c'était ici, vraiment, j'ai découvert mon diaphragme, que j'avais un diaphragme. Et par le relâchement du ventre, du coup, de pouvoir libérer le diaphragme. Et très souvent, quand je suis, je veux dire, dans le monde réel et que je veux faire un peu attention à ma voix, c'est en général la première chose à laquelle je pense, c'est à mon ventre. Et à récupérer, disons que c'est un gros organe, à récupérer, ou c'est une partie de mon corps qui n'existait pas pour moi avant, mais vraiment qui n'existait pas. C'était juste un truc qui servait à être bien serré. Et oui, garder l'attention. Mais c'est aussi passé par le fait d'accepter d'avoir un ventre. Oui. Je suis plutôt maigre, hein, donc c'est vraiment dans la tête. Hein. Mais c'était pour moi inacceptable d'avoir un ventre. Donc c'est assez fou. Hein. Et c'est énorme comme évolution, du coup. Oui. Parce que ça libère tout ce qu'il y a au-dessus, dont la voix. Ouais. Et dans la voix, donc, je sais qu'en général, si je suis dans une situation, pour le moment, les petits moments un peu stressants encore, on en avait déjà parlé, hein, mais dans les magasins, quand je dois interpeller un vendeur, une vendeuse, c'est compliqué parce que parfois ça fait oui monsieur, puis il me voit ah madame ou monsieur, et puis c'est le bordel, et moi je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour acheter des chaussures ou je sais pas quoi. Et je sais que si en situation un peu compliquée, la première chose à laquelle je pense, c'est relâche ton ventre. Oui. Et normalement, avec ce que tu as fait, le reste va suivre. Donc ça c'est... Ouais, tu as eu un bon déclic en tout cas par rapport à ça. Oui, parce que, et du coup ça a permis tout le reste aussi. Je pense que tant que le ventre n'existait pas, tout le reste était passé en force et en crispation. À partir du moment où j'ai compris que okay, j'ai un ventre, je peux le relâcher, que c'est pas grave, d'avoir une petite boule, c'est pas grave, faut arrêter. Mais du coup, forcément, là, j'ai l'impression que ça m'a donné accès aussi
à la partie plus haute, le larynx, et puis Les résonateurs et puis de le la visage, tête. ouais, c'est ça. Et détendre du coup un peu plus le visage, les mâchoires. Mais que c'était, en tout cas dans mon évolution à moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un basculement, un changement de paradigme au moment où j'ai compris que j'avais un ventre. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a beau se rendre compte d'un comportement néfaste ou de tension, notre cerveau, lui, il veut pas lâcher. Et souvent, car ça fait trop longtemps que l'habitude est là. Mais pour toi, les séances de relaxation ou les exercices que je fais inspirés de la méthode Feldenkrais, ça a été vraiment bénéfique pour ces habitudes de crispation. Oui, parce que là c'est tout un truc de travail de conscience corporelle, et surtout le corps en plus. Mais forcément, la respiration est au centre du truc. Enfin, c'est souvent par là qu'on commence les séances. Et c'est pas possible de bien respirer si on ne relâche pas son ventre. Donc je suis obligé, à chaque fois que je fais, enfin obligé dans le bon sens, à chaque fois que j'ai ces séances, de me reposer la question de savoir, tiens, est-ce que je relâche vraiment mon ventre ou est-ce que je suis nouveau, j'ai l'impression que je suis relâché, mais en fait pas du tout, je suis de nouveau crispé, quoi. Et oui, et pour ça aussi, tout ce qui est vêtements Oui. serrés ou les ceintures qu'on va se mettre au niveau des côtes, donc du diaphragme, ça c'est des choses qu'on ne sait pas forcément au début. Et puis après on apprend à relâcher un peu le pantalon, plus mettre de ceintures qui vont serrer, relâcher les tailles hautes. Ça joue aussi. Tu m'as parlé du lien entre ta voix et le corps global. Comment tu as vécu le travail ciblé sur la féminisation vocale ? Exercice plus technique, on va dire. Tu vois, quand il y avait des séries de sons et les fusées ou tous ces machins-là, je me suis vite rendu compte que j'ai l'habitude de pratiquer, parce que la musique, c'est un truc qui se pratique par des séances donc je sais comment travailler quelque chose comme ça. Il y a une rigueur de pratique. Ça, avec une régularité et des choses comme ça, que j'ai appliqué par exemple à mes exercices de kiné avec plutôt du succès, parce que je sais saucissonner les tâches et les trucs. Pour la voix, bizarrement, ça marchait pas. J'ai l'impression, si je le faisais sérieusement comme ça, je me retrouvais confronté à un truc, c'est que très souvent on utilise des phrases ou des petites scénettes ou des petits machins qui a une espèce de côté actrice. Se mettre dans un rôle pour utiliser une voix. Et ça, moi, je sais pas le faire. Ça me correspond pas du tout. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois beaucoup plus relax avec les exercices de logopédie qu'avec les autres choses où je suis plus strict et plus carré. Pour la musique, je dis, voilà, 40 minutes de gamme lundi, mercredi. Oui. Tu vois, c'est bon, ici, je pouvais pas faire ça. Et avec la kiné, c'est la même chose. J'ai des petites fiches, tiens, t'as pas fait ça, ça fait 3 jours que t'as sauté celui-là. Ici, c'était pas possible, c'était trop... Parce que ça te mettait de la pression. Oui. Donc, je l'ai fait de façon un peu plus jouette. Un truc... C'est un peu quand ça me prenait. Tu vois, quand j'étais seul à la maison et que j'avais envie... Surtout les trucs où il fallait faire des voix un peu fortes, en volume, tu vois. Oui, pour travailler la voix projetée, voix plus forte. Ça, c'était des trucs où, à un moment, je le sentais dans la journée. J'avais ça un peu en tête. J'ai mon petit carnet, tu vois, où je notais les trucs. Ce carnet, c'est le même carnet que pour la kiné, donc il traîne souvent sur mon bureau, sur ma table, donc je le vois. Et de temps à autre, ça me prenait, tu vois. J'ai été beaucoup plus souple que ce que je suis d'habitude quand je travaille quelque chose. Donc peut-être moins rigoureuse. Parce que j'ai l'impression que la musique c'est à part, mais par rapport, si je compare à la kiné par exemple, la voix c'est quand même beaucoup plus profond dans la personne. C'est dans l'intimité. On n'y a pas accès aussi facilement qu'à son épaule, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a un truc... Oui, moins contrôlable. Et aussi plus simplement, enfin, ça touche à plus d'émotions aussi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il faut aller chercher des émotions parfois et que c'est confrontant aussi quand même.
Oui, parce que la voix, elle sonne pas toujours comme on veut, parce qu'on ne sait pas lever du bon pied, ou qu'on a telle ou telle émotion. Oui. Et la voix est totalement différente d'un jour à l'autre. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Oui. Mais oui, il y a une balance à trouver entre ce désir quand même de contrôle et de rigueur. C'est quand même avec la répétition que les choses évoluent. Et en même temps, il faut du lâcher prise pour pas se mettre trop de pression, parce qu'il faut s'écouter aussi. Et quand on arrive, comme toi, là, à trouver en fait ton propre fonctionnement pour explorer la voix de façon plus décontractée, dans l'amusement aussi. Oui, c'est ça. Ça fonctionne d'autant mieux. En tout cas, moi, ça a été ce qu'il a fallu que je fasse pour pas que la pression et la confrontation aussi soient trop fortes. Et comment tu as réussi du coup à trouver cet amusement, par exemple, à entraîner ta voix, à parler fort Et il se fait que mes voisins ont l'habitude que je fasse du bruit, hein, je fais de la musique quand même. Donc je peux, déjà il n'y a pas ce truc-là. Je me dis que pour d'autres c'est peut-être pas aussi simple. Et il se fait aussi que je parle souvent seul. Ah, ça aide, ouais. J'ai cette habitude, j'ai ce tic-là, quoi, tu vois, quoi. Et donc, par exemple, pour parler fort, au lieu de... Quand je prenais mon agenda, je me disais, hey, merde, à 14h, c'est un tel qui vient, c'est pas mon élève préféré, ou bien zut, j'ai oublié de préparer ce cours, Mais ça, c'est le genre de choses que je vais dire tout haut en lisant mon agenda. Mais je le faisais en mode diva, quoi. Oh, ça perd l'hypopète, encore Robert, il m'emmerde, celui-là. Bah, tu vois, je faisais comme ça, quoi. Ah oui, donc tu te servais en fait de ta réalité pour juste amplifier un peu et aller explorer des voix différentes. Dans la salle de bain aussi, c'est un lieu, en prenant ma douche, parce que du coup... C'est génial, la salle de bain pour la voix. Mais oui. Ça résonne trop bien. Et puis il y a aussi le fait que le bruit de l'eau dans la douche, ça fait déjà du bruit, donc tu peux crier... Le niveau sonore montant, t'as pas l'impression de hurler dans un endroit silencieux. Je vis dans un quartier plutôt silencieux, donc si tu me mets à hurler, on se comprend, hein, mais à parler plus fort que ce qu'il faudrait, c'est un peu bizarre. Par contre, dans la douche, c'est un moment où tu fais du bruit, d'office. On avait parlé aussi, tu vois, ce que j'avais appelé la voix de l'intimité, comme ça quand j'étais avec ma copine. Oui, parfois, quand je voulais lui parler doucement, mon éducation me faisait descendre. J'aimais pas du tout ma voix chuchotée, qui était grave. Mais là, je lui ai dit que de temps à autre, à la maison, je me mettais à chuchoter volontairement pour pouvoir travailler ce truc-là. Même si, normalement, j'aurais pas chuchoté. Je l'aurais parlé normalement, on était dans le canapé l'une à côté de l'autre. Mais là, il y a parfois où volontairement je chuchotais. Pour t'entraîner. Pour voir ce qui se passe. Mais pour en revenir à la douche, moi, c'est la pièce que je conseille le plus pour pratiquer des exercices de voix. L'environnement humide, il est super pour les cordes vocales. Et j'avais même eu une patiente cisgenre qui était chanteuse, qui n'arrivait plus à accéder à certains aigus, mais elle avait aussi ce stress de si j'essaye et que je m'entends, ça va bloquer. Et bien sous la douche, elle y arrivait beaucoup mieux parce qu'elle s'entendait moins et donc elle essayait. Et donc c'est vraiment un très bon environnement. Donc tu as eu plusieurs éléments clés comme de relâcher le ventre ou de t'amuser avec ta voix chez toi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu continues à travailler pour faire évoluer ton ressenti par rapport à ta voix ? Mais ça c'est encore en processus, on va dire. C'est que je sens... c'est un truc qui est encore en mouvement. Je crois le déclic qui est occupé à se faire, mais il n'est pas encore fait. Mais c'est que c'est pas la première fois que je suis confronté au fait que ma perception de ma voix enregistrée ne correspond pas du tout à ta perception, il ne correspondait pas aussi à la perception de ta stagiaire, qui elle aussi, tu vois, te rejoignait. Et je sens bien que votre perception est vraiment à l'opposé de ce que moi j'entends. Donc je me rends compte qu'il y a aussi, et ça c'est peut-être un truc... j'ai du progrès à faire, ou en tout cas il y a une ouverture là, mais que je
se ressent pas encore, mais je vois qu'elle existe. Je dois me rendre à l'évidence, c'est que j'ai une perception de ma voix qui correspond pas à la façon dont les autres l'aperçoivent en tout cas. Donc, oui, donc ça c'est toute la question de l'image qu'on a sur sa propre voix, puis le fait de réentendre sa voix après, pour tout le monde, c'est quand même quelque chose réentendre ma voix, difficile. j'ai l'habitude, hein, je suis régulièrement enregistré, je m'enregistre aussi, donc je connais ma voix. Je suis jamais... J'ai pas ce truc des gens qui s'entendent pour rarement enregistrer et qui détestent leur voix. Moi, je connais très bien ma voix enregistrée. Je sais comment elle sonne. C'est juste ce que je me mets dedans comme intention, comme émotion et comme j'enrage, manifestement ne correspond pas à ce que toi tu dis. Oui, mais alors que tu me parlais à un moment de ces voix de femmes graves que tu avais pu entendre, et que il y en a en fait des modèles aussi, des voix de femmes graves qui sont très belles. Et encore, je me suis fait la réflexion hier, j'ai de nouveau entendu une voix, mais c'était de nouveau en anglais, je ne sais plus dans quelle série, film ou quoi, où on entend la personne avant de la voir, et moi j'ai entendu une voix de femme, plutôt grave, et en fait c'était un homme, 6, hein, donc cette zone... Et elle me correspondrait plutôt bien, même à titre personnel. Cette zone de voix non... Enfin, c'est pas non-genrée, tu peux la genrer comme tu le sens, en fait. Oui, en tant qu'auditrice. dans un sens ou dans l'autre. Oui, tu peux l'entendre comme tu as envie. J'aimerais assez ça, en fait. Si j'arrivais à ça, moi, ça me plairait. J'ai pas envie d'avoir une voix très aiguë, soit cristalline, soit une grande voix de diva ou un truc comme ça me correspondrait pas. Moi j'aimerais une voix qui correspond plus à mon ressenti d'identité de genre et je pense même à ce que je projette d'un truc. Écoutez, si vous voulez entendre... Je réalise un truc en le disant, si j'arrivais par rapport à ma voix à pouvoir dire aux gens, vous pouvez l'entendre comme vous voulez. Si vous voulez entendre une voix de garçon, entendez une voix de garçon, c'est votre problème, c'est pas le mien. Si vous voulez entendre une voix de femme, vous entendez une voix de femme, je préfère ça, mais c'est votre problème, c'est pas le mien. Ça, c'est ma voix. Si j'arrivais à ça, je crois que je pourrais me sentir... plus apaisé. Oui, que ce ne serait plus je vais pas dire un poids, c'est pas un poids énorme, ma voix, mais c'est une espèce de gros caillou dans la chaussure, quoi, qui revient de temps à autre en dessous de mon pied, là, tu vois. Souvent, ça marche, et puis tout d'un coup, il glisse et tu le ressens, et tu es là, mais il est encore là, celui-là. C'est fort ce que tu dis, je trouve, sur cette idée de se détacher du regard des autres. Parce que oui, ta voix, c'est toi, et que ce regard extérieur, mais il n'a pas à te définir. Finalement, j'ai l'impression que c'est ça qui compte pour toi par rapport à ta voix, ce détachement. Est-ce que c'est ce qui pourrait guider ta recherche du confort vocal ? Oui, mon confort et une certaine assurance aussi, que je peux faire confiance à ma voix, qu'elle me corresponde, qu'elle ne me catégorise plus d'emblée, qu'elle ne me masculinise plus d'emblée. Pas juste dans cette case, quoi. C'est ça, que ce soit beaucoup, beaucoup plus ouvert que ça m'irait pas mal, en fait. Est-ce qu'il y a un élément concret que tu aimerais voir évoluer dans ta voix à l'avenir ? Mais il y a un truc, c'était la fois passée ou la fois d'avant, on était arrivé comme ça, mais je ne sais plus ce qu'on faisait, où il y avait une espèce de sensation vraiment agréable de résonance et de relâchement à hauteur des pommettes et dans cette zone-là, mais qui procurait aussi un vrai plaisir physique en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Une zone confortable, agréable, à laquelle j'arrive, mais il faut que je fasse les petits processus d'exercice pour y arriver. Et ça, si je pouvais rester dans cette zone-là, de sensations agréables, si je pouvais arriver à avoir un truc où ma voix est plus détendue et plus relaxe, et que je puisse même prendre du plaisir à l'action de parler, oui, c'est ça. Ça, ce serait vraiment, vraiment très très bien. Donc il y a ça,
Et l'autre truc, ça n'existe sans doute pas, mais j'aurais tendance à dire la confiance. C'est tout ce que je te souhaite, trouver ce confort et cette confiance. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager votre ressenti par email ou sur le compte Instagram de Genre de Voix. À bientôt!